Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans cette émission Info Politique. On va parler vieillissement et on va essayer d'en parler modestement. Alors comment bien vieillir? Le congrès scientifique intitulé Le défi du vieillissement réussi, qui s'est déroulé hier et aujourd'hui à l'Université de La Réunion, a proposé des chiffres, des statistiques et des résultats d'études. Même s'il est à noter que toutes les personnes âgées présentes lors de ce congrès n'ont aucun souci de vieillissement, et c'est tant mieux pour eux, pour elles, pardon, et c'est tout de même ces personnes qui parlent pour un public, généralement, une troisième jeunesse qui vivent, lui, malheureusement, avec peu de moyens, qui est souvent dans la précarité, l'abandon et l'isolement. Au moins, sur ce point, ça ne change pas, c'est déjà le cas avec les politiques. Ce soir, dans Info Politique, nous allons parler du vieillissement des retraités et de leur vie chaque jour, mais encore une fois, sans prétention aucune. Ce sont surtout les intéressés qui vont nous en parler. Nous recevons Aline Herviot, bonsoir. Bonsoir à vous. Lucé Ayano, bonsoir. Bonsoir. J'allais oublier de dire Aurélie Nativel, directrice de l'autonomie. Je fais le tour de table. Bonsoir. J'ai failli oublier, j'ai écrit en petit, je suis désolé. Alicia Ayano, bonsoir. Alicia Ayano Cocognan, bonsoir. Donc directrice d'exploitation d'une entreprise de société à la personne au rayon de soleil à Saint-Benoît. Alors voilà, on aura quelques vidéos à montrer également. Juste un chiffre, 2010, 100 000 personnes âgées à La Réunion pour une population de 800 000, 830 000 habitants. 2030, il faut multiplier ça par 2,25, 225 000 personnes à la retraite, donc à l'horizon de 2030. Le chiffre vous paraît raisonnable ou vous trouvez que on est alarmiste? Pourquoi alarmiste? Je pose la question parce que j'ai pas trouvé d'autres mots. On en parle depuis un bon moment. Je pense qu'on est prêt. Je veux dire, sur toutes les chaînes de télévision, on parle de ce vieillissement de la population à La Réunion. Je pense que nous sommes tous prêts. Et puis c'est plutôt positif d'avoir une population vieillissante. Ça veut dire c'est une chance de vieillir. C'est ça. Ça veut dire qu'ils sont mieux encadrés. Ça veut dire c'est vrai. C'est positif. C'est pas forcément alarmiste. C'est plutôt même positif. Mais effectivement, le chiffre nous paraît cohérent. Je ne sais pas si le patron des caisses de retraite auront le même vision. On parlait des personnes. On ne parlait pas d'argent encore. On parlait de personnes. On parlait de bien-être. Alors, on va préciser. Donc, Aline Herviot, elle prépare sa retraite. Moi, je prépare ma retraite. J'ai un mari retraité. D'accord. Voilà. Lucie Ayano est déjà en retraite. Je suis retraité depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Aurélie Nativel, elle prépare activement sa retraite. Activement voir comment la direction de l'autonomie du département accompagne les personnes âgées donc à La Réunion. Et puis on verra avec le service à la personne donc d'Alicia Ayano un petit peu comment ça se passe, surtout avec les auxiliaires de vie. On va écouter pour histoire de dire un petit peu. Alors avant de lancer les premiers reportages, une question. Quelle est votre vision de ce qui doit être la retraite finalement? C'est quoi être à la retraite et c'est quoi un retraité aujourd'hui? On va laisser ceux qui sont à la retraite. Non, je vais laisser ceux qui aspirent à la retraite de répondre. On va commencer par notre premier retraité. Vous pouvez me lancer là-bas. Moi, je préférais vous laisser parler. Après, je pourrais vous dire, ça se passe exactement comme ça. Non, être à la retraite, comme je disais, dans ma façon de penser, c'est que la retraite, c'est la continuité de notre vie. C'est-à-dire, la retraite, ça se prépare, on pourrait dire, dès qu'on commence à travailler. C'est la retraite, il y a 2 bases pour moi qui est important. Depuis très longtemps, j'ai mis ça dans l'implication. Il faut dire que j'ai eu la chance de travailler avec les personnes âgées déjà. Donc, il y a 2 choses qui étaient importantes pour moi. C'était la lecture et le parler, communiquer avec l'autre. Et ça, si, quand vous travaillez, vous ne mettez pas ça en pratique, vous allez avoir du mal construire la retraite. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des points importants dans la vie de quelqu'un. Lire, avoir un esprit ouvert, et communiquer avec l'autre. Parce que la vieillesse, arrivant, aura tendance à nous isoler davantage. Donc, si nous ne nous préparons pas à nous ouvrir, à rester ouverts, on va s'enfermer beaucoup plus vite que l'autre qui n'avait pas pensé à ça.
Comment ça se prépare, Effectivement, je rejoins M. Ayano. Il faudrait. Je pense qu'avoir une relation sociale est très importante, vraiment très très importante, sociale, familiale, s'il y a moyen, bien sûr. Et je sais que ce serait formidable tout ça. Et être actif. Donner de sa personne malgré tout, malgré la retraite. Ça aller en accompagnement, en faisant des actions. Partir sur du bénévolat. Moi, je crois beaucoup au bénévolat, des encadrements, partager des choses, continuer de partager. On partage plus le travail, éventuellement, on travaille autrement, en échangeant autrement, surtout dans l'échange. Il faut aller dans l'échange, toujours rester dans ce sens-là. Et ça aide. Penser à soi aussi, faire des petites choses qu'on n'avait pas trop le temps de faire pour soi, se donner un petit peu plus de temps pour soi dans le sport, faire des choses qu'on a connues dans notre enfance. Moi, je reviens vers des choses de mon enfance, vers la culture. J'aime bien toucher la terre, j'aime bien regoûter aux odeurs de la nature, j'aime bien échanger, j'aime bien qu'on se rencontre, j'aime bien boire un coup aussi, de temps en temps, tant qu'à faire. Avec, on va le préciser, avec modération, il y en a qui conduisent. Ma question pour vous deux, mesdames, c'est, puisque vous êtes dans un secteur qui se retrouve, parler de préparer, de garder ce lien social. Et là, je parle aussi de ce que peut faire le département. C'est ce lien social qui est difficile à garder. D'abord, vous, Alicia et Yannick Cognan, c'est difficile parce que vous avez vos auxiliaires de vie, ils vont sur le terrain. Et ce public, d'abord, je faisais référence à ce public qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, mais qui en a le plus besoin. Ce public-là, il a vraiment besoin qu'on vienne chez eux parce que apparemment, il ne sort plus. Et à chaque fois qu'il y a un peu de pluie, il s'enferme. À chaque fois qu'il y a un problème... Non, ce que je dis, croyez-moi, je n'exagère pas. Et ce public-là, il a vraiment besoin de vous? Oui, alors, mais en même temps, il y a une chose que j'aimerais rajouter par rapport à ce que disait Aline. Bon, c'est vrai, effectivement, mais le fait de vouloir, d'avoir cette expérience, c'est pour ça que je parle du public qui ne sort plus de chez eux, mais nos auxiliaires qui partent chez nos personnes âgées, souvent ce que je leur dis, même si ces personnes se renferment, mais ce sont des puits d'expérience. Je veux dire, ils ont eu toute une vie. Ils ont toute une vie ils sont pleins de richesses. Après, c'est à nous qui est en face, je veux dire, l'auxiliaire de vie ou le responsable de ce qu'importe, ou d'autres, d'aller puiser. Parce qu'ils le demandent, quel que soit l'individu. Mon oncle, tu as dit quelque chose qui est important. Je ne vais pas dire que c'est mon oncle, mais bon, ça m'a échappé. Voilà, il disait que parler et puis communiquer. Je veux dire, l'être humain, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer. Tout être humain a besoin de communiquer. Même celui qui s'enferme, il communique quand même, peut-être autrement, verbalement, par son corps, par des gestes. Mais c'est ça, c'est aller chercher cette petite... ce quelque chose qui est là. Mais on le trouve, je veux dire, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait avec les auxiliaires, parce que comme je le répète à chaque fois sur tous les plateaux, on va dire que je radote. Non, c'est un métier qui n'est pas évident. Mais si on arrive à trouver ce quelque chose chez l'autre, vous avez gagné votre journée. Je veux dire, vous avez extirpé quelque chose, même si c'est peu. Je veux dire, vous savez, quel que soit, par exemple, chez beaucoup de femmes à La Réunion cuisinaient très bien. Aujourd'hui, nous avons des auxiliaires qui ne savent plus cuisiner. Alors, je veux dire, et c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué parce que, elles sont jeunes. Je ne reproche pas des jeunes, au contraire. Mais il y a la cuisine qui s'est perdue. Mais chez nos personnes plus âgées, il y a cette expérience de cuisine. Je veux dire, on peut passer par là, par cette expérience de cuisine. Nous, on a beaucoup né dans l'Est, on a beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs peuvent vous donner comment faire, comment bien faire les semences, à quelle date. Je veux dire, mais dès que vous trouvez cette porte, mais vous avez gagné. Je crois que chaque individu a besoin de partager quelque chose. Alors, si on arrive à ça, voilà, c'est un métier, c'est ça l'essence même de notre métier. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vrai que la personne âgée et vieillir aujourd'hui, c'est un privilège. Et vieillir en bonne santé, c'est un privilège. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que les personnes âgées, quelque part, quelle que soit leur capacité, quelle que soit la vie qu'elles ont aujourd'hui, les personnes retraitées ont une vie qui est une source et un puits d'expérience pour les personnes plus jeunes. Et c'est vrai, en fait, on se rend compte que dans la question du lien social, le partage intergénérationnel, forcément, enfin, pas forcément, mais celui-là notamment, est très important. Après, dans la question que vous posiez tout à l'heure, effectivement, le lien social pour le département est important dans la mesure où il passe effectivement par toutes
toutes les interventions à domicile, qui sont celles de la PA ou d'aide ménagère, mais également par tout ce qui est financement d'associations, de proximité. Les clubs de troisième âge jouent un rôle aujourd'hui qui est primordial auprès des personnes âgées. Tout à fait. Vous voyez, et ce lien social, tant qu'il est maintenu, je suis d'accord avec vous, tant que l'échange est là, tant que la personne âgée a un but, une utilité, vous voyez, qu'elle se sent utile, qu'elle se sent écoutée, eh ben, je pense qu'effectivement, ça lui permet de se maintenir dans une bonne santé, entre guillemets. Et quand je dis santé, je parle de la santé en général, pas que de la santé physique. Voyez. Et je pense que c'est vraiment important. Le lien social est vraiment au cœur de la réponse qu'on doit apporter pour moi. Et justement, pour le département, aujourd'hui, d'une part, le maintien à domicile, c'est un des fers de lance de la politique à destination des personnes âgées. Et il y a aussi l'accompagnement. Et tout ça, on le voit aujourd'hui, et c'est vrai pour conclure sur ce sujet où l'individu qui prépare sa retraite, qui se prépare à tous les niveaux, est bien mieux dans son environnement à ce moment-là, et c'est ça qui compte avant tout. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. De toute façon, personne âgée ou n'importe qui. Généralement, quand quelqu'un est bien dans son environnement, quel que soit son âge, il n'a pas envie de changer d'environnement. Enfin, vous voyez, et une personne âgée, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente après tout qu'une personne plus jeune et qui est bien chez elle. Tout à fait. Alors, on va au fil de l'émission, on écoutera au moins on va écouter au moins 3 témoignages. On va commencer par Marie-Renée Buzenot. Elle dit le bonheur qu'elle a d'être à la retraite. Comment on vit finalement chaque jour ou là le matin? Maintenant, mais il est content d'être à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pleinement, mais ils sortent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Il n'y a pas de souci de travail. Pas de souci de travail le matin. Donc, le matin, la marche? Oui. Après? Pas tous les jours, des fois le matin, mais après. Et je fais de la gymnastique aussi le soir, 3 fois par semaine. Dans un club à Gym Plus. Et les petits-enfants? Les petits-enfants, la maman, ils récupère le soir, vers 6h comme ça. Et après, le mercredi, je garde toute la journée. En tout cas, pour vous, c'est une belle vie de retraité. Ben oui. Que demande Dieu? Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore un projet que vous voulez faire? On a quelque chose que vous voulez réaliser? Non, un projet, non, parce que presque tous les ans, ils partent en vacances chez ma fille en métropole. Ils profitent de la continuité territoriale. Sinon, on voyage avec le club, avec la gymnastique aussi, des fois. En tout cas, votre vie, elle est bien remplie. Oui. Ou on n'y est pas où? Non, on n'y est pas où. Ça, c'est donc le premier témoignage. En tout cas, ça a fait sourire sur le plateau. C'est un bon exemple. Je crois qu'elle est... Oui. C'est ça. Oui, on va commencer par Aurélie. Je trouve que... Madame a presque l'air plus occupée. Enfin, elle a l'air presque plus occupée à la retraite que ce qu'elle a pu être pendant qu'elle travaillait. C'est ça, c'est le fait d'avoir une retraite bien remplie. Oui. Je vois qu'on n'a pas le temps. Elle a l'air particulièrement forte. On n'a plus le temps parce qu'on s'occupe de notre environnement familial. Bon, déjà, on est en couple. L'environnement familial, donc avec les enfants. Après, il y a l'interpellation des enfants, des petits-enfants. Après, on a nos personnes âgées qu'il faut aussi essayer de satisfaire. Chose qui n'est pas toujours évidente chez nous, hein, mais bon. Alors, juste dire au monsieur de la madame, c'est pas un règlement de compte, hein, elle parle par expérience générale. Justement, là-dessus, votre mari est à la retraite? Mon mari est à la retraite. Et comment ça se passe? Il a beaucoup d'activités. Il bricole énormément, il aime le jardinage, il aime faire de la marche, il aime faire du vélo, il est très sportif. Finalement, il prépare bien votre retraite, finalement. En fin de compte, je l'accompagne beaucoup dans sa retraite, hein, donc ça me permet déjà de trouver le filon. Juste à mettre ses pas dans les siens. Voilà, exactement. Et justement, là-dessus, on va vraiment pas être positif ce soir. Hein, on va pas être là en moyant, pointer du doigt tout ce qui va pas. Ça, c'est, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est ce qu'elle a dit, c'est que c'est une belle vie. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Quand on arrive à la retraite, je crois que c'est Aurélie Zetter, vieillir, c'est un privilège et tout le monde n'a pas droit à ce privilège. C'est vrai. Et c'est vrai aussi, encore une fois, de le dire que quand on arrive à cet âge, à cette période de sa vie, il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Oui. Oui. Et apprécier. Et apprécier et partager. Et à partager. Et partager. Surtout. C'est bien là le grand mot, partager. Mais c'est pas évident apparemment pour tout le monde. C'est après aussi s'occuper de soi. Je veux dire,
on l'a dit tout à l'heure, partager, communiquer. Mais après aussi, la retraite, ça peut être temps aussi pour un soi. moment, parce que bon, il y a des personnes qui ont fait des travails très agréables, très sympathiques, qui se sont exprimées dans leur travail, puis il y en a d'autres qui ont eu peut-être un travail beaucoup moins agréable. Mais peut-être que ces personnes-là aussi ont envie aussi de s'occuper d'eux. Moi, je trouve ça tout à fait louable aussi, qu'on ait envie de... Mais Voilà. quand la dame dit elle fait de la gymnastique, elle s'occupe d'elle. Ben voilà, oui, c'est ça. Mais c'est important de s'occuper de soi parce que notre bien vieillir, c'est notre corps. Et notre corps, c'est quoi? C'est continuer à faire les mouvements quotidiens le plus longtemps possible. Et on se rend compte en vieillissant, et je le dis que ce soit pour moi qui est à la cinquantaine et pour tous ceux qui prennent de l'âge, on se rend pas compte que lorsqu'il y a des mouvements qu'on commence à ne plus pouvoir faire, on se rend compte à quel point Oui. on commence à vieillir et on commence déjà à se sentir un peu diminué. J'ai pas la cinquantaine, mais oui. Mais Merci, après, il y Aurélie. a un organe qui ne vieillit pas, c'est souvent le cerveau. Le cerveau. Après, Oui. je parle de bien vieillir. Quand on je vieillit parle bien, pas- ouais. voilà. Quand on est bien, mais c'est le cerveau. Je veux Mais, dire, mais je pense que mais après, le corps, c'est c'est comme une voiture, il faut l'entretenir. voilà, le corps est bien fait. Je pense que arrivé à un certain moment, comme vous dites, à juste raison, vous sentez que des mouvements vous sont un peu plus pénibles. Je pense pas que c'est une punition. Je pense que c'est une alerte. Oui, C'est une alerte. C'est vous un mise en message. garde. C'est un Ouais, message. C'est un que le corps message. envoie. C'est un message. Pour que vous vous rendiez compte que cette richesse que vous avez, si vous ne l'entretenez pas, vous allez le perdre. Donc, on vous tire la sonnette d'alarme. Et si, quand vous avez du mal à vous pencher, je vous dis, ah non, je ne peux plus pencher, je m'arrête, vous allez accélérer la vieillesse. Tout à fait. Et si vous dites, je ne vais pas non plus forcer pour le faire sans écouter votre corps, vous allez vous faire mal. La vérité entre les deux, puisque j'ai un petit souci à ce niveau, je vais essayer d'écouter mon corps, mais je vais faire un petit peu au maximum sans me faire du mal. Et là, je pense que le corps, il a cette capacité de s'habituer à l'effort, à l'exercice, à la souplesse, et garder toutes ses articulations en bonne santé. L'entretenir. Et l'entretenir le plus longtemps possible. Et ça aussi, ça fait partie de bien vieillir, de bien vivre sa retraite. Et c'est vrai que lorsqu'on prépare sa retraite, c'est particulier. Il y a des gens, et ça c'est quand même paradoxal parfois, quand on va les interroger, ils ont une telle envie de vivre, ils ont une telle joie de vivre que c'est impressionnant. On va écouter Michel Vivanquiet. Elle va vous dire le bonheur qu'elle a d'être à la retraite. Comment on vit votre journée on vit chaque jour de votre retraite? Ah ben, le matin, moi, je réveille, hein, et puis j'ai mes animaux à donner à manger, mes poules, mes canards. Voilà, après je nettoie ma maison, je regarde ma télé. Et puis ça se passe comme ça. Il y a le sport 2 fois par semaine. Et après je fais les seniors là, le salon des seniors. Voilà, tous les vendredis, je m'entraîne. Saint-Benoît, on est 2e, hein, voilà. Où la préparez votre retraite? Oui. Ah oui, parce que je sortais de Sainte-Anne pour aller travailler sur Saint-Denis, Saint-Brapanon, partout. Donc, ah oui, je suis contente. Hein. Pour moi, la retraite, maintenant, c'est le voyage. C'est ça, hein. C'est la belle vie, au fait. Faut pas avoir peur de dire que là, quand la retraite arrive, il faut dire que c'est le bon moment à profiter. Ah ben oui, bien sûr, c'est le bon moment. Avant, on travaille toute la semaine. Le week-end, c'était plus le travail à la maison. Et tandis que maintenant, on est à la retraite, le week-end, on promène. Voilà, on est tranquille. Mais où conseillerez les gens à bien préparer votre retraite? Oui. Mais après, ça vient naturellement quand même. Hein. Bah oui, on sait qu'on est à l'âge de partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? On est content, hein? On est content. En tout cas, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression qu'elle s'est échappée d'une prison, elle a retrouvé une liberté, et qu'est-ce qu'elle est contente. Oui, elle est contente parce que si on écoute bien ce qu'elle dit, elle a continué sa vie différemment. Elle a gardé un programme. Parce que souvent, les gens disent, je suis à la retraite, je ne fais plus rien. Oui, C'est fini, j'arrête. Non, on fait son programme, mais on fait à son rythme. Le matin, je dois manger mes animaux, mes poules, mes canards, mes oies. Je vais faire mon jardin, je vais planter mes trucs, je vais faire du bricolage, je vais voir les petits-enfants. Mais on a un programme.
Mais le drame pousse surtout vers les hommes, si on voit ça plus. Ils disent, maintenant, je suis à la retraite, je ne fais plus rien. Ça, c'est le drame total à la personne qui commence à penser ça. Oh non, au contraire, il faut se fixer des points de repère dans la journée. Je vais faire ça, je vais faire ça. On ne fera pas tout, hein, peut-être on ne fera pas. Mais c'est une façon de vivre pleinement sa retraite. Pour vous, qu'est-ce qui vous a vraiment surpris dans ce qu'elle a dit C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont eu un travail, ça reste un travail. Déjà, le mot travail, parfois, n'est pas forcément très agréable. Après, ça dépend ce qu'on a fait. Vous voyez bien, cette dame, elle, la retraite, elle la vit très, très bien. Très bien, parce qu'elle avait envie de s'arrêter. Elle s'est dit, elle ne s'est même pas posé la question. Il fallait s'arrêter, je m'arrête. Alors que vous aurez d'autres personnes qui n'ont pas envie forcément d'arrêter de travailler. Parce qu'après, après, c'est quelque chose de personnel. Je crois que ça dépend, sa relation avec son travail, ça dépend qu'est-ce que le travail, après il y a les valeurs, il y a tout ça, ce que le travail représente pour moi. Je veux dire, apparemment, elle a une vie sociale très remplie, ses petits-enfants, ça va. Je crois que après, c'est une question vraiment d'individu. Là, c'est l'individu qui va intervenir, quel que soit l'âge. Voilà, oui, il y a des personnes qui ne vivent que par leur travail, et le jour où ça s'arrête, c'est très, très, très compliqué, c'est très difficile, mais moi je trouve que c'est un très bon exemple. Elle, il y a une période de sa vie qui s'est arrêtée, une autre période commence. Et je crois que c'est ça qu'il faut vivre. Elle le dit très bien parce qu'elle a travaillé. Elle est rayonnante, elle a travaillé. Oui. Et puis quand elle rentrait, donc elle avait ses petites choses. On voit aussi que le travail l'a gavé un peu quand même. Ah ben oui, voilà. Mais ce qui est très important dans son reportage, c'est que elle a inversé les choses. Maintenant, elle s'occupe de ses animaux et elle est libre, elle peut sortir. Parce qu'à l'époque, elle travaillait, mais elle était rentrée à la maison. Elle le disait, donc, de même que le week-end. Une inversion des choses. Le week-end, il fallait s'occuper de la maison, il fallait s'occuper des enfants de la maison. Voilà. Donc, elle n'avait pas le temps pour elle. Oui. Là, elle a du temps pour elle. Voilà, le temps pour elle. Parce que, Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est à la retraite et quelqu'un qui travaille. Ce qui fait la différence entre un retraité actif et quelqu'un qui travaille. Celui qui travaille, il a des contraintes horaires, il a des contraintes hiérarchiques, tandis que celui qui est à la retraite, il gère. Il devient son propre patron. C'est ça. C'est appréciable, n'est-ce pas? C'est bien. J'espère que vous voyez la lumière qui brille dans les yeux de Lucie. C'est important. On va écouter un autre exemple. Paulette Félicité, elle est la présidente d'un club, on en parlera tout à l'heure, mais là, elle va parler d'elle-même. Elle n'a jamais travaillé, elle a fait des petits contrats, mais malgré tout, elle arrive à 60 ans et, comme dirait Tino Rossi, la vie commence à 60 ans. Est-ce que vous la préparez de retraite ou? Moi, de ma vie, moi jamais travaillé. J'ai fait des petits contrats, moi j'ai fait des contrats avec la commune. Et sinon, moi jamais travaillé. Moi, j'élève mes enfants. Ils sont grands maintenant, mais là, il y en a depuis 45 ans. 45 ans, mon mari est mort de bonheur. Donc, depuis 45 ans, je suis arrivée ici à Sainte-Anne. Et là, je me suis mis dans un groupe, dans un, comment dire, l'association. Après, j'ai fait quelques années, j'ai sorti, on m'a amené partout. Je connaissais pas même pas partout. Attends, j'avais mon PMI, je connaissais pas les coins partout. Donc après, j'ai été dans une association. Et puis après, moi-même, j'ai décidé avec l'aide d'une dame près de chez moi. Elle me disait, Paulette, les bons, essaye, comme il y a quelqu'un, il voulait plus prendre la présidence, de s'occuper. Donc moi, j'ai pris l'association Bonne Entente là. Là, ça m'a permis de sortir, de faire sortir les autres. Et comme moi, j'étais moi, j'ai mon terrain, je m'occupais de mes animaux, de ma cour, tout ça là. Moi, je coupais mon gazon avec mon de broussailleuse, tout ça là. Moi, j'ai tout. Alors, là, je me suis occupée des personnes plus vieilles que moi. Je me suis dit, voilà, il faut faire sortir ces gens-là. C'est vrai que c'est lié un peu à ce qu'on est dans notre vie active. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que si on est débrouillard, parce qu'apparemment c'est ce qu'elle a été, débrouillard dans la mort de son mari, le fait qu'elle ait des petits contrats, mais elle continue. Et là, dans un instant, on parlera de son club, mais au moins, elle est active. On en revient à ce mot, active. Ouais. Et puis surtout, elle s'investit pour les autres. Parce qu'elle dit, parce que c'est vrai que c'est une jeune retraitée, 60 ans, et elle dit, je suis une ressource pour ceux qui ont
qui sont plus âgés. Elle les entraîne. Oui, et vous allez voir tout à l'heure aussi comment elle le fait, et ça va vous surprendre. Et effectivement, là-dessus, par rapport à ce qu'a dit Paulette, et d'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse, et en tant que je n'ai pas vu quelqu'un qui s'appelle Paulette, et je voulais dire que ça m'a fait plaisir de voir le prénom de Paulette. Ce qui me surprend dans le reportage, il n'y a aucun homme, que des femmes. Voilà. On est entre nous, il faut toujours qu'elle gâche la suite. C'est incroyable, ça. Mais monsieur le disait tout à l'heure. Il disait les hommes ont plus de mal à sortir. Et c'est vrai. Et C'est vrai. quand je suis parti en reportage, il n'y avait que des femmes à ce moment-là. Et c'est la remarque est juste. Mais c'est vrai que les hommes n'étaient pas là. Alors, il y a une chose à La Réunion, ce qui est vrai, c'est que les personnes âgées, souvent, se retrouvent en club, parce que le club, c'est un endroit souvent dynamique, c'est entre personnes qui, et souvent ce sont les femmes qui font bouger ce club, ça il faut le reconnaître aussi, la femme est plus dynamique dans ces activités-là. Et on va les écouter, on va écouter de nouveau Paulette Félicité parler du club et voir comment ça se passe dans le club. Comment ça se passe? Comment tu amuses aux autres? Comment tu trouves le temps pour occuper aux autres? Eh ben, comme on a beaucoup de choses à la maison, on a déjà notre travail à faire chez nous. Ah ben, et puis après, ben, on a un club, troisième âge, troisième jeunesse, alors je peux dire. Ah ben, comme voilà, moi c'est la présidente, secrétaire et trésorière. Donc on a un club déjà à 13 ans, voilà, du côté de Sainte-Anne qui s'appelle le Club Bonne Entente Sainte-Annoise. Donc voilà, tous les jeudis, ben, nous réunissons au club. Et puis ben, après, on a des actions là-dedans, on se rencontre. Il y a des jeux de société, il y a les après-midi, ben, on a un petit goûter pour les adhérents. Et puis ben, des fois les dimanches, ben, on a une sortie par mois le dimanche. Ben, selon les sorties, soit sortie amicale, soit pique-nique et danse. Et quoi encore, des fois, on va, comment encore, oui c'est ça, à la messe, quand je vois des pèlerinages. Et puis on a aussi des week-ends, c'est la hausse. Des fois on organise ça une fois par an, week-end c'est la hausse. Voyage Rodrigue Maurice, des fois. Une fois dans l'année, enfin il y a longtemps, cette année, l'année passée. L'année dernière, on était à Maurice, Rodrigue Maurice. Voilà. Après, ben, quelle sortie encore? Qu'est-ce qu'on fait encore? Des fois, on fait des gâteaux, on emmène. Chacun, des fois, il fait un petit gâteau, on partage, fait un petit partage pour les autres. Et ben, quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Allez, Adam? Non, ça va. C'est bon. La question, on l'a vu, c'est on ne se rend pas compte à quel point les clubs de troisième âge sont vraiment des liens sociaux à La Réunion. À quel point ça permet à des personnes qui n'ont pas de moyens, parce qu'il y a des personnes âgées qui n'ont vraiment pas de moyens, ça c'est une réalité. Si vous les avez vus dans la rue pour se défendre leur retraite, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de moyens. Et à quel point ces clubs de troisième âge sont des liens sociaux, et parfois ça aide à sortir un voyage par mois, c'est pas grand-chose, mais c'est à énorme. quel point c'est important. énorme. Ah si, c'est Ça, beaucoup. énorme. Ah oui, Si, c'est beaucoup. parce que tout le monde n'a Bien pas sûr. forcément les moyens de sortir de chez soi. Tout le monde n'a pas une voiture, même si les rues sont encombrées. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens à La Réunion qui n'ont pas de voiture. Et là, c'est la sortie en bus. Et puis le coût est multiplié par 30 ou par 25. Voilà, enfin, voilà, mais c'est quand même... Et la compagnie. Et puis La compagnie. La La compagnie, compagnie. l'acceptation de Et ça- l'autre. C'est ça. Et puis elle le disait moment, aussi, le partage. Oui, toujours. Le partage revient Toujours. beaucoup. Chacun fait un gâteau, Toujours. emmène Oui. pour qu'on se Même un retrouve. carré, souvent. Oui, un après, on fait carré, un carré, partage de partage et tout. moments. Ah non, mais c'est... Vivre un c'est ensemble, vrai que partager avec l'autre, voir l'autre, tolérer la différence. C'est ça aussi le Et puis se non-isolement. retrouver Ouais. des souvenirs communs, parce que souvent ils se sont rencontrés, ils se sont perdus de vue, et puis ils se revoient, et puis voilà. À ce voilà. moment-là, oui. Voilà, à ce moment, On se c'est des remémore des c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Oui. Ouais. Voilà, c'est des souvenirs. Par exemple, moi, Aline, nous partageons des souvenirs. Déjà. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, on partage des souvenirs voilà, de notre quartier. Et Voilà. qu'on entretienne ça, et puis on en Et- reparlera encore. Et il y a une chose aussi qui est vraie, parce que je parle des clubs de troisième âge, c'est que les personnes âgées qui ont encore l'autonomie de se mouvoir, de pouvoir aller prendre le bus, de faire leur carry, de sortir, de se réunir, de recevoir à la maison, ces personnes-là, à un moment donné, c'est
impressionnant comme ces personnes protègent leur petit monde. Parce que, voilà, c'est important, parce que pas question que les petits-enfants, que les enfants débarquent, parce que quand ils sont seuls, les personnes qui sont avec eux, c'est le club. Oui. Et puis il y a des dimanches qui sont sacralisés. Bien sûr. C'est le dimanche où il s'est dansé. Voilà. Ce dimanche-là, il s'est pique-niqué, il s'est dansé, il s'est à la messe. Ouais. Et c'est pas le dimanche de la famille. On connaît très bien que le 3e dimanche du mois, par exemple, Mamine a le club. Voilà, Voilà. exactement. Et ou Maïpa. Voilà. Non, et puis je Tout à trouve fait. que c'est important Bien parce que sûr. c'est ça fait C'est notre partie- monde, Ça fait partie Ouais. de sa vie. Ouais. C'est Bien sûr. Oui, c'est partie intégrante de sa vie, même Après, gérer c'est- son rythme de vie. Bien sûr, comme on a vu des femmes, et puis aussi le moment de s'habiller, de mettre une belle robe, Capeline. et puis de vouloir Ah oui. plaire. Je trouve que c'est... Oui. Non, mais il n'y a que des très Et bonnes il y en a choses qui dans vont tout ça. draguer. Ah ben évidemment, mais après, ça fait partie de... Si, si. Et pourquoi Non, pas je suis d'accord. Et pourquoi Je suis- pas Peut-être pas... Je suis Voilà, d'accord, le mais c'est mot, que j'ai mais- fait l'amour parce que c'est. On a dit il faut positiver, il faut Bien être, sûr. être gay. C'est pas le point. C'est important, hein. Je dis au contraire, ça m'avait. Mais C'est d'être l'enseignement qu'il faut tirer là-dedans, Mhm. c'est que la dame a dit, hein, c'est un moment, on va danser. Et ma voisine d'en face parlait aussi, ma grand-mère, le 3e dimanche, va danser. Et les 3e âge organisent souvent ce genre de manifestations. Ben oui, la danse, c'est quelque chose. Et surtout, la Réunion, les gens aiment danser. Oui. Et la danse, il faut vraiment le faire en sorte que ça vive bien, que soit très actif, parce que c'est un des rares sports qu'on peut faire jusqu'à 95 ans. Oui, c'est vrai. Avec Bien sûr. beaucoup de plaisir. Et avec beaucoup de plaisir. Et ça maintient en Plus bonne que la santé. drague. Parce que après, c'est mon arrête. On dit, oh, il va me fatiguer, lui. Il va me demander qui Mais la qui c'est drague, le bon. Il et va la arrêter. drague en dansant. Oui, la Oui. drague. Ah, ça stimule. Après, mais les Réunionnais sont des romantiques. Oui, et c'est Les Réunionnais sont des grands romantiques et vous le voyez ça que pendant la danse. Parce que, moi j'observe, après vous allez me dire, souvent je le vois quand ils dansent, où ils adorent les slows, ils adorent des chansons très romantiques. Dans les faits, vous ne le voyez pas beaucoup. Mais quand il s'agit de la danse, ils se retrouvent dans ce moment de romantisme. Et je pense que c'est un moment de partage. Et puis, Oui, de c'est- coquetterie. Oui, voilà, c'est ça. L'élément que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Lucie et Yano tout à l'heure, c'est que cette génération-là a connu les années 60-70 et cette fameuse série de slow dans les bals populaires ou dans les booms où on se préparait pour le collet serré. Et c'est vrai que de le retrouver après à la retraite, on le voit en tout cas chez les personnes âgées, mais même pendant la période de Sega, hein, parce que quand on voit un couple danser, il y a un des deux qui essaie de séduire l'autre, dans la danse, ça se voit. Bien sûr. Et puis le Oui, Sega, c'est impressionnant. une danse Et aussi de séduction. Le département organise tous les ans la journée départementale des personnes âgées. Et il y a un grand moment qui est consacré au bal. Et c'est vrai que cette journée n'aurait pas le même succès S'il n'y avait pas le bal. s'il n'y avait pas le supprimez bal. Ah, si Ah vous- oui, Si vous supprimez le bal, vous risquez d'avoir une révolution. c'est un incident diplomatique, ça serait pas possible. Les personnes âgées tiennent vraiment à ce bal la poussière. Là. Ouais. C'est vraiment important. Ah oui. Oui, Et quelle que soit la musique. C'est Ouais, intégrante ouais. de la vie de nos retraités maintenant. hein. Vous savez, La sortie Ouais. du dimanche, le jeu de loto, enfin bon, Tokin, sans faire oui. de publicité sur quoi que ce soit. Non, c'est vrai qu'ils ont ces habitudes-là, comme la messe. Je crois aussi c'est un des Ah moments oui. forts de la journée départementale. La messe, La messe. et La le bal messe, la poussière. la masse. Ah oui. Et on regarde aussi, je regarde aujourd'hui dans les fêtes, c'est quelque chose dont on va parler prochainement parce qu'il va y avoir un rendez-vous sur 3 jours pour les seniors, je crois que ça se passera dans le Nord. C'est le rendez-vous des personnes âgées. Lors de la foire agricole, il y a la journée des personnes âgées. Oui. Lorsqu'il y a la fête de Salazie ou la fête des Goyaviers à la Plaine Vermis, il y a la journée des personnes âgées. Aujourd'hui, ce public est un public, on appelle ça l'économie grise. C'est leur économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un pouvoir, une puissance financière. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent Internet, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des sites qui vendent qu'à cette génération-là. Donc, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, c'est au-delà de ça, ce nous, on regardait un peu avant, comme en disant, c'est un petit peu comme si on parquait un petit peu, on mettait les gens de côté. Non, aujourd'hui, c'est une puissance de la société réunionnaise, et c'est française ou européenne, c'est une réalité. Et il faut aussi, c'est pour ça que ce congrès à l'université pose des questions, mais c'est vrai que aussi, moi, je voulais poser la question sur la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les sorties, location de bus, les repas à emporter, quand on a 1000, 1500 ou 3-4 000
personnes âgées à Saint-Pierre, sur un seul site. Vous imaginez ce que ça génère comme activité, comme argent? La JDPA, c'était quasiment 15 000 personnes âgées sur un seul site. Effectivement. Mais vous savez, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que vous dites là, c'est le reflet de ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans 10 ans, le nombre de personnes âgées aura plus que doublé. Et voyez, et en fait, on sent bien qu'aujourd'hui, déjà, c'est une puissance, comme vous le dites, économique, mais aussi une force de vie. On le voit bien dans le témoignage des personnes qu'on a passé tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a vraiment une activité qui se passe à cet âge-là, et c'est pas prêt de s'arrêter. Après, en faire de cette affaire de l'âge, moi je dis tout le temps, faire de l'âge un atout économique. Parce qu'après, ça va pouvoir créer aussi des emplois. Aujourd'hui, on doit pouvoir avoir une vision un peu plus large, parce que bon, on parle des retraites, on parle de l'âge tout à l'heure, mais et aussi en faire un atout économique. Et ça veut dire que ça peut être aussi un facteur de croissance pour l'emploi. Un facteur de croissance pour l'emploi, on va en parler et on va regarder quelques images de la structure de vie de Alicia Ayano-Kokonian. Donc voilà, ça c'est votre entreprise à Saint-Benoît. Aujourd'hui, combien de personnes dans votre structure pour travailler? 50, nous sommes 50 salariés. Alors, quand on parle d'emploi, quels sont les métiers qu'il y a dans ce secteur aujourd'hui? Alors, nous avons des auxiliaires de vie et nous avons également des responsables des secteurs. Ce sont des métiers qui sont nouveaux. Et je pense dans les années à venir, il va y avoir encore des nouveaux métiers. Vous avez des personnes qui sont plus spécialisées dans tout ce qui est atelier mémoire. Je pense qu'il y aura encore des ouvertures qui vont se faire dans ce métier. Parce qu'après, je veux revenir à quelque chose qui fait mal, c'est le coût. Parce qu'après, qui devra financer? Mais je crois que dans les années à venir, puisqu'on parle de prévention, on va trouver les moyens de le faire. Et on y va directement. Aurélie Nativel, là, aujourd'hui, le conseil départemental, qu'est-ce qui est prévu sur cette mandature qui commence? Quelle va être la démarche justement concernant aussi bien les aides ménagères, les assistants Alors, je crois en fait qu'on a déjà une base solide dans tout ce qui est prestations qu'on délivre. Mais je pense que ce que Mme Ayano disait tout à l'heure est important. C'est tout l'aspect prévention sur lequel le département aujourd'hui veut mettre l'accent. On a quand même eu des évolutions législatives récentes, comme par exemple, désolé de dire des gros mots, mais comme la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui notamment crée la conférence des financeurs. Et c'est un nouvel outil qui permet au niveau départemental justement de mieux coordonner la politique de prévention et de considérer la prévention comme véritable outil dans la politique de vieillissement. Le département aujourd'hui, en lien avec d'autres institutions, va vraiment axer sa politique là-dessus. Par exemple, la dame tout à l'heure parlait du challenge des seniors. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut organiser des actions de prévention collective à partir de 60 ans, parce qu'à 60 ans, on le voit bien, on n'est pas encore forcément dépendant. Et comment est-ce que ces actions de prévention collective là vont pouvoir éviter au maximum l'entrée dans la dépendance? Parce que l'espérance de vie augmente, on le sait bien, et l'idée c'est de gagner des années en vie, pas des années en vie, mais des années de vie, bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'objectif du département, c'est bien sûr de continuer à servir les prestations légales et extra-légales qui sont les nôtres. On connaît le chèque santé, par exemple. Le chèque santé, sans qu'il paraît, sur la prise en charge des personnes de plus de 60 ans et dans l'accès à la santé, c'est quand même presque 8 millions d'euros aujourd'hui. Mais on a, au-delà de cette question-là, tout l'aspect lié à la prévention qui est vraiment primordial. Un autre élément que je souhaitais mettre en avant lorsque je parlais tout à l'heure d'une force économique, c'est les aménagements de l'habitat de ces personnes, que ce soit personnes handicapées ou que ce soit personnes âgées, puisqu'on parle de personnes en perte d'autonomie. Là aussi, il y a un budget chaque année, en tout cas pour les entreprises qui ont accès à ce budget pour réhabiliter, pour rénover, pour mettre aux normes l'habitat de ces personnes-là. Oui, on fait de l'amélioration de l'habitat. Ça peut être par exemple le remplacement d'une baignoire par une douche à l'italienne à seuil plat. Ça va être des petits aménagements qui vont permettre effectivement à la personne âgée de rester plus longtemps dans son environnement. Mais on a un nouvel outil également dans le cadre de la conférence des financeurs qui nous permettra de financer des aides techniques qui permettent... Alors qu'est-ce que c'est une aide technique? Par exemple, on se rend compte que les personnes âgées, on a beaucoup de chutes qui ont lieu la nuit au moment d'aller aux toilettes.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne âgée se lève, se dirige directement aux toilettes sans forcément allumer la lumière. Et là, on tombe, on se fracture le fémur par exemple, et on sait que ça a des conséquences très lourdes et que ça précipite dans la dépendance. Par exemple, il y a des aides techniques qu'on appelle comme les chemins lumineux. Vous savez, quelque chose où la lumière éclaire directement. Sur le... Ça, ou la lumière qui s'éclaire directement quand la personne âgée passe. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place justement toutes ces aides techniques à domicile pour qu'on puisse maintenir les gens à domicile. Et ça fait partie de la prévention aussi, ça. D'accord, cette lumière dont on parle, en fait, c'est un détecteur de mouvement qui est placé à l'intérieur de la maison. Ça peut être ça. Qui détecte les mouvements généralement. Ça peut être ça, mais ça peut être également un chemin lumineux avec quelque chose qui s'éclaire au sol pour flécher la roue. On pose les pieds, ouais. Voilà. Il y a plein... En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Silver Economy fait qu'on a pas mal de nouveaux dispositifs. Et le département met déjà en place, par exemple, ce qu'on appelle la télésurveillance, téléassistance. Et ça aussi, c'est un vrai outil, puisque aujourd'hui, on a quand même des personnes isolées qui sont en domicile, et pouvoir rassurer les familles et rassurer la personne âgée elle-même de se dire que si jamais il m'arrive quelque chose, quelqu'un sera prévenu et je ne resterai pas 4 jours par terre à attendre que quelqu'un me relève, c'est important. Vous voyez, en fait, le maintien à domicile, oui, mais dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, je vais revenir, moi, sur ce que tu as tout à l'heure, les auxiliaires de vie. Alors, on va parler emploi, on parlera aussi de formation. On va voir un petit peu d'abord, ça c'est les images qui vont suivre, c'est Alicia Ayano qui recevait ces auxiliaires de vie et qui disait pourquoi c'était important, ces personnes étaient importantes, oui, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'auxiliaires de vie. Connaître notre métier, parce que nous faisons un métier qui est totalement méconnu, le métier d'auxiliaire de vie. Effectivement, je suis la responsable, mais si je n'ai pas d'auxiliaire de vie, je n'existe pas. Mon entreprise ne peut pas fonctionner. Ce sont mes auxiliaires de vie qui font que mon entreprise soit là aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui j'ai voulu porter un hommage particulier à ce métier. Ce métier qui est un métier d'avenir, un métier où tous, je veux dire tous, aujourd'hui nous le savons tous, que nous avons une population qui vieillit, pas seulement à La Réunion, c'est quelque chose dans le monde entier. Nous vieillissons, nous vivons plus longtemps, forcément nous n'avons qu'un corps, parfois il nous fait défaut. Nous avons besoin d'aide. Ce sont nos auxiliaires de vie qui sont là pour nous aider. Puisque quoi qu'on puisse dire, puisque je le sais, puisque nous avons un service prestataire, c'est-à-dire des personnes, des auxiliaires qui vont à domicile. Voilà, l'auxiliaire de vie. Alors, la formation professionnelle aujourd'hui, ça se fait à beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, je l'ai vu au lycée de Sainte-Anne hier. On le voit dans les centres de formation, on les voit à l'IRTS. On voit qu'actuellement, on forme des personnes. Mais comment, je vous pose à vous deux la question, quelle formation faut-il aujourd'hui mettre en place ? Qu'est-ce qu'a besoin aujourd'hui les personnes en perte d'autonomie comme accompagnement professionnel ? Alors, les formations sont... Bon, aujourd'hui, on tente à professionnaliser la profession. Pendant des années, c'était des personnes qui allaient à domicile, qui n'avaient aucune formation. Aujourd'hui, on tend vers... c'est un véritable métier. Mais après, si vous voulez, ce que je crois qu'il faut mettre en place, parce que moi, je parle du terrain, je suis infirmière de formation, je parle que préparer vraiment l'auxiliaire de vie, vraiment ce que c'est le métier. Ça veut dire on va avoir affaire à des personnes. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'une infirmière, qu'une aide-soignante. Ça veut dire c'est une revalorisation de ce métier. Pour ma part, je pense qu'il y a le côté sentinelle qu'on doit peut-être pouvoir développer. C'est-à-dire que ces personnes qui vont à domicile soient capables vraiment de donner l'alerte quand quelque chose et quand une situation commence à se dégrader. Et je pense que vous avez vraiment raison, c'est un métier qu'il faut réellement valoriser en leur disant cette personne est chez elle, elle continue à avoir une vie comme elle le souhaite grâce à votre intervention. Mais le côté sentinelle des intervenants à domicile est primordial à mon avis, parce qu'ils peuvent être des lanceurs d'alerte. Oui. D'où le fait... Pardon. Mais c'est ce qu'elles sont déjà. D'où le fait, c'est fabuleux aujourd'hui qu'on avance comme ça pour penser justement aux gens qui vont à la retraite et qui ont, pour les garder et les amener à domicile, et avoir cette continuité de suivi et d'encadrement, de formation. Donc là, c'est le département, un gros travail de fond à faire, parce que je vais parler d'un cas personnel, mais très, très courtement. J'ai été confrontée j'ai encadré mon parent avec une maladie d'Alzheimer. J'ai été aussi
en contact avec le milieu médical, le contexte social, départemental, régional et tout ça. Et je trouve que là, il y a un travail de fond à faire parce que dans chaque pathologie, l'accompagnement doit être différent. Oui. Et c'est là où le bas blesse. J'ai découvert énormément de choses par démarche personnelle, parce que je suis rentrée dans la formation, dans l'association Alzheimer, pour comprendre ce que c'est cette pathologie. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être plus d'informations que les gens qui venaient vers la personne qui avait cette pathologie. Ouais. D'accord, donc on Mais est ça, sur c'est une parenthèse. pour l'information. Lucie, vous voulez dire quelque chose avant que je passe à... Non, je voulais juste une petite parenthèse, c'est-à-dire, Alicia a parlé que les aides, les auxiliaires de vie doivent se sentir valorisés dans leur activité. Mais peut-être il y a des choses simples, déjà, parce que j'avais cru comprendre que c'est une prestation de service entre la personne, le bénéficiaire et l'association, qui après prête le dossier au Conseil général. Mais cette personne, elle n'est pas seule, elle a un environnement. Et souvent, c'est pas forcément la personne, parce que la personne qui est seule, quelqu'un qui vient rendre visite, c'est déjà un plus. Il voit ça du bon côté. Des fois, il va donner des mots un petit peu, des travaux, ça arrive, comme tout être humain. Mais le problème, à mon avis, c'est l'entourage. Tu as une bonne, dis-lui. Peut-être que la personne a été là, elle a arrêté pour assister la personne. Il y avait un moment, à ce moment, il y a un autre sujet. Mais l'environnement, quand il arrive, il va se permettre de juger sans chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ne prennent pas le temps d'appeler comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, vous n'avez pas fait ça. Mais tout de suite, on va attaquer la personne. Donc, je pense que le département doit avoir une charte vis-à-vis des personnes autour. Mais il y a un cahier des charges. Ah oui, voilà. Non, mais non, il faut pour la famille, vous oui, voulez dire pour la famille. Que la famille n'a pas à intervenir sur le travail directement à la personne qui fait le travail. S'il a un doute, s'il a un problème, qu'il intervient au prestataire. Il faut protéger la personne qui vient. Mais bien sûr. Parce que ce qu'on voit n'est pas toujours vérité. Oui, c'est sa vérité, mais c'est pas la vérité. Parce qu'il y a aussi le fait. Bon, après, il y a. Pour ça que je dis qu'il faut communiquer sur ce métier. Parce que qu'est-ce qu'on rencontre sur le terrain? On rencontre parfois, évidemment, vous savez, c'est pas nous qui donnons des heures. Les structures, nous venons, nous avons, le bénéficiaire nous appelle, il a tant d'heures, nous intervenons, nous faisons un planning avec lui, parce qu'évidemment, il faut être respectueux des besoins, des envies des personnes. Vous ne pouvez pas dire, je viens à 10 heures parce que j'ai envie. Non, mais souvent, vous avez 1h30 à faire ou 2 heures à faire chez quelqu'un. Mais on a expliqué les personnes, vous savez, quelqu'un c'est vrai, qui vient de l'extérieur, arrive, 1h30, la personne, quelqu'un, il vient, l'a pas fait. Non, 1h30, nous faisons le plus important. Nous faisons les choses qui, par exemple, nous allons faire le lieu de vie, le repas, un petit peu d'accompagnement. Et encore, à 1h30, je pense pas que c'est... L'accompagnement, aujourd'hui, n'est pas primordial. Malgré tout ce qu'on peut dire, je veux dire, c'est pas le sujet. Voilà, on le fait parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai une formation d'infirmière et j'ai appris, quand on stimule les gens, les gens, ils vont mieux. Voilà, c'est pour ça que dans mon entreprise, je travaille là-dessus. Mais après, c'est ça. C'est surtout qu'aujourd'hui, expliquer que l'auxiliaire de vie, ce n'est qu'une aide. Je veux dire, c'est une aide financière que dispense le département à la personne âgée et que, c'est pas extensible, c'est pas, elle est pas là. Bon, évidemment, aujourd'hui, à la maison, on a des cases parfois qui sont un peu grandes, on a rajouté des pièces, mais on ne peut pas faire toutes les pièces, on ne peut faire que la pièce de vie. C'est là-dessus qu'il faut... C'est sûr que ça a l'air simple comme ça, je le dis, mais moi, je le vis au quotidien. Parce qu'il y en a qui me disent, madame, 1h30. Mais vous trouvez que l'entourage, quelque part, entre guillemets, parasite des fois? Non, c'est ce que vous dites. Enfin, moi, j'ai connu l'entourage parce que la maladie, la pathologie veut qu'il y ait intervention d'une infirmière, intervention d'un kiné, ainsi de suite, parce que 24 heures sur 24, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, vous savez, il n'y a pas beaucoup de place pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, enfin pour un accompagnant. Et pour les intervenants,
je trouve qu'il y a beaucoup de respect parce que c'est pour ça que je dis au niveau du département, il faut quand même recadrer les choses. Il y a beaucoup de respect à avoir au niveau des AVS parce qu'aujourd'hui, on est dans mais c'est pas nous qui employons les AVS. Oui, mais il y a des pathologies. Et au-delà de cette pathologie qui est détectée quand même, je veux dire, par rapport au nombre d'heures, par rapport à, qui sont données par des structures pour gérer. En fait, le nombre d'heures... encore d'une chose, tout à l'heure je disais, vous savez, on s'aperçoit encore, malgré toute l'information qui est donnée, les gens ont toujours l'impression que c'est les structures qui décident du volume d'heures. Alors que c'est le département qui décide du volume d'heures. Mais le aujourd'hui, département, on le voit encore. C'est vrai, le département décide du nombre d'heures, mais comment ? Le département décide du nombre d'heures sur la base d'une grille qui s'appelle la grille Agir, et qui est une grille qui est reconnue scientifiquement. C'est-à-dire que les départements, en fait, c'est pas... Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le nombre d'heures attribuées, c'est pas subjectif. C'est une grille qui est nationalement reconnue et qui est nationalement utilisée. Ensuite, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que quelque part les spécificités et la lourdeur de prise en charge de certaines pathologies même comme Alzheimer. Non, mais j'entends bien. Mais c'est pourquoi on développe notamment pour Alzheimer, vous savez, tout ce qui est accueil de jour, parce qu'on a bien conscience qu'il faut offrir des moments de répit aux familles. On a doublé le nombre d'accueils de jour sur ces 5 dernières années. On ouvre vraiment des places d'accueil de jour. On essaie, notamment via les dispositifs de répit-repos qui sont mis en œuvre par le GIPSAP, d'accorder des heures de plus aux aidants. Mais c'est vrai aujourd'hui que le cadre réglementaire dont nous disposons est contraint et qu'on a déjà beaucoup, très franchement, on a déjà beaucoup de dispositifs volontaristes. Je parlais du répit-repos, mais ça en est un, par exemple, qui essaie de prendre en compte les pathologies diverses. Après, je peux vraiment comprendre que pour des gens qui sont dans la situation difficile à gérer, ce soit pas suffisant. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que vous étiez par exemple dans l'association Réunion Alzheimer. On a vraiment de la chance d'avoir des associations comme celle-là qui peuvent être des soutiens à un moment donné. Qui aident beaucoup les aidants. Après, voilà, non mais je comprends bien. C'est vrai que quelque part, vous voyez, ce genre d'association, bon peut-être que je m'avance et je ne devrais pas le faire, c'est une association par rapport à des entreprises comme Alicia est là, ce serait très intéressant, très intéressant à des moments trouver justement des passerelles, parce que chaque j'allais dire patient, non, chaque usager, chaque personne, chaque bénéficiaire, chaque cas est un cas, si vous voulez. Et chaque AVS a un rôle différent selon les patients, les personnes qu'elles ont en face. Mais après, c'est les structures, je pense aussi, de pouvoir intervenir là-dessus. Mais après, ce que je crois aujourd'hui, le serpent qui se mord la queue, je veux dire, la législation est faite de telle façon, une grille Agir, elle a été faite il y a très très longtemps, elle correspond plus aujourd'hui à toutes les maladies qui sont là, et je veux dire, on fonctionne avec la même grille Agir depuis longtemps. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui marche, même si je suis... en 2017, effectivement, on a eu la fameuse loi. On a la reconnaissance des aidants. Voilà, on a la reconnaissance. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah non, mais je dis pas qu'il n'y a pas des avancées. Je dis qu'il y a des avancées, je dis que tout le monde, par exemple, la CGSS, tout le monde avec voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Après, ce que je peux aussi reprocher, c'est que chacun fait les choses de son côté, parfois. Mais après, il y a une chose aujourd'hui, c'est que moi, je trouve que la grille Agir, elle n'est plus adaptée. Oui. Je pense qu'elle était bien à un moment donné. Aujourd'hui, nous avançons de plus en plus. Les gens sont de plus en plus âgés avec des pathologies qui sont plus lourdes parce que nous vivons plus longtemps, ça c'est une réalité, même si, voilà. Alors, et aujourd'hui, il faudrait réadapter, mais ça, ni vous ni moi ne pourrons le faire parce que c'est des instances supérieures qui décident, et aujourd'hui, malgré, voilà, c'est pas quelque chose qui est prioritaire. Non, mais très franchement, c'est vrai qu'au niveau du département, enfin, sans vendre ce qu'on fait, mais quand c'est possible, on prend régulièrement des mesures plus favorables que la loi. Après, il y a la loi. Après, il y a la loi et celle qu'on ne peut pas changer. La loi, on ne peut pas la changer. La grille Agir, même si aujourd'hui, on a mis un petit peu plus d'accompagnement. Il y a des cas de figure qui demandent pour un bien-être à domicile, pour vraiment une collaboration, une coordination. Une coordination. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal. Par exemple, dès que la personne est Alzheimer, vous avez la Maya. Après, ça se retrouve toujours sur les mêmes cas. Moi, c'est ça surtout quand, voilà, c'est souvent les mêmes qui bénéficient. Vous savez, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a des personnes qui ne savent pas que ça existe.
Oui. c'est vrai. Oui, il y a c'est le gros personnes problème qui d'administration. ne savent pas que ça C'est vrai. existe. Alors quand vous leur dites, ça existe l'allocation, Alors, la ce perte que d'autonomie. je vais vous proposer, Voilà, c'est c'est que, puisqu'on arrive à 30 Voilà. secondes à la fin de cette émission, et que ça fait 10 minutes que vous échangez entre vous, et que je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais on va quand même s'arrêter là. On est tellement à l'aise, tu vois. Oui. Il y a On se j'ai laisse 5 porter. minutes de vidéo que j'avais prévu de passer avant la fin de cette émission. On est déjà à 15 secondes de la fin de cette émission et vous étiez toujours en train de discuter. On va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas. Non, mais il y a des moments C'est où... nous qui remercions tes Ah non, c'est parfois surprenant. Je peux vous assurer que c'est surprenant. Et il faut y être pour voir. En tout cas, on va remercier donc Aline Hervieux. Donc merci. Merci à pour, vous de nous avoir accueillis. pour cette présence. Merci également à Lucie Yano donc pour l'expérience. Merci à Aurélie Nativel, la directrice de l'autonomie donc au département Merci à vous. pour parler du dispositif et de l'évolution de la loi, bien sûr, à Alicia Ayano Cocognan donc pour tout ce qui est professionnel. J'espère que ça vous a apporté Merci. quelques informations. Merci. On retrouvera ces personnes dans une autre émission parce que je pense qu'elles reprendront là où je les ai arrêtées parce que je pense qu'il y aura de la frustration après. Donc, merci à vous. Merci aux téléspectateurs pour leur fidélité. C'est vraiment gentil de nous suivre en tout cas. Merci à la technique, merci à la régie pour sa collaboration toujours efficace. Ça a été un plaisir en tout cas. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Surtout portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.